Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic pour On vous donne la parole comme chaque mercredi sur Studio Qualita. Heureux de vous retrouver pour vous donner la parole sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Et comme vous le savez, pour participer à cette émission, rien de plus simple, il suffit de nous laisser un message sur notre boîte vocale sur le 050 430 80 20, 050 430 80 20. Et nous vous rappelons, pour participer à On vous donne la parole, je vous rappelle aussi que pour nous suivre et pour suivre les émissions de Studio Qualita, il faut télécharger notre application Studio Qualita que vous pouvez trouver sur Apple Store ou Google Play, ou bien nous suivre sur notre site studioqualita.com. Voilà, tout est dit. On commence avec notre premier intervenant. Il s'agit de Rémi Blum. Bonjour Rémi. Bonjour Olivier. Très heureux de vous accueillir sur les ondes de Studio Qualita. Vous habitez à Tel Aviv et vous êtes responsable d'une communauté, enfin entre autres, bien entendu, responsable d'une communauté, d'une synagogue à Tel Aviv, à Neve Tzedek. Alors parlez-nous un peu de cette communauté. Vous allez nous parler aussi de la communauté conservatrice en fait et de ses rapports avec le public francophone. Alors, avant tout, je voudrais dire que en fait, c'est la communauté qui est dirigée par le rabbin. Moi, je ne suis que le secrétaire. En ce qui concerne le mouvement conservatif, donc c'est un mouvement qui est né d'une volonté d'apporter, malgré le côté un petit peu paradoxal du nom qui évoque quelque chose de conservateur, c'est au contraire une vision d'un judaïsme basé sur le judaïsme orthodoxe, mais en allant rechercher, et là, d'où la signification du terme, je dirais dans les sources, en utilisant les moyens, je dirais, de la connaissance plus moderne, y compris l'archéologie, l'histoire, etc. Quels étaient réellement en fait les messages du judaïsme, en essayant de les dépoussiérer, je dirais, des influences de certaines traditions qui en fait ont été héritées du judaïsme de Galout. Alors Rémi, vous allez nous dire, on va rentrer un peu en détail dans ce que vous faites dans cette communauté. Vous êtes venu de France, vous avez fait votre aliyah longtemps? Ouais, alors moi j'ai une double aliyah, j'ai une première en 79, j'étais pendant 8 ans. J'ai fait le Technion et l'armée en Israël. Après j'ai monté ma start-up dans le high-tech en France. Et je suis revenu en 2005. Donc, en fait, la deuxième partie, c'était il y a 13 ans. Et la communauté conservatrice, ce mouvement conservateur, vous l'avez découvert en France ou en Israël? J'avais des amis rabbins à l'époque en Israël, dont l'un est Rivon Krieger, qui dirige une des communautés conservatrices de Paris. Et Roberto Arbib, qui est le rabbin de la communauté de Neve Tzedek, je l'ai connu en fait à l'armée en 82. Juste au moment de la guerre du Liban. Alors, cette communauté de Neve Tzedek, elle comporte combien de membres? Elle comporte un peu moins d'une centaine de membres. C'est une petite communauté. J'ai fait un petit calcul hier. Je me suis aperçu qu'il y avait moins de 5% de Français dans la communauté, ce qui n'est pas du tout représentatif des synagogues des environs. On voit énormément de Français, surtout à Neve Tzedek. Surtout à Neve Tzedek, qui est un quartier que les francophones, que ceux qui viennent de France apprécient particulièrement. Alors, comment vous expliquez justement le fait que 5% de cette communauté, ou à peu près, soit seulement des francophones? D'ailleurs, le reste, ce sont des Israéliens ou plus des anglophones? Je dirais qu'il doit y avoir à peu près 10% d'anglophones, le reste à 85%, dans ce cas-là, ça des sont Israéliens. Des Israéliens. Des Israéliens. Alors, le fait qu'il y ait peu de francophones, comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a déjà une image liée au fait que les femmes et les hommes sont traités à égalité dans la synagogue, c'est-à-dire que les femmes peuvent sont comptées dans le minyan, sont dans la prière. Il n'y a pas de différenciation entre hommes et femmes, ce qui correspond d'ailleurs à une des recherches qui a été faite par le mouvement conservateur sur les synagogues à l'origine. Je dirais c'est quelque chose qui a été amené par la suite. Je ne saurais pas vous dire du point de vue historique à quel moment ça a été fait, mais enfin c'est dans cet esprit en fait que le mouvement conservateur fonctionne et qu'il a été décidé parce que au-delà de, je dirais, d'une volonté d'ouverture,
il y avait également une recherche sur ce qui a pu sembler choquant dans un mouvement juif, je dirais moderne, par rapport à des habitudes qui pouvaient sembler ségrégationnistes, et c'est une des caractéristiques qui font que c'est très souvent associé au mouvement aux libéraux, en fait, la synagogue libérale. En réalité, il y a des grosses différences. Il y a des grosses différences, oui. Ouais, il y a des grosses différences. Le mouvement conservateur, en fait, part de la halakha et essaye de la travailler en adaptant à une situation moderne, mais il part de la halakha. Et donc c'est pour cette raison, par exemple, Shabbat, c'est le Shabbat avec les mêmes règles de Shabbat que chez les orthodoxes. Enfin, il n'y a pas de différence sur d'autres points, Kashrut, Shabbat, etc. Voilà. Alors malgré tout, ça donne une image et ça stigmatise vis-à-vis des francophones qui bien souvent ont une vision des libéraux comme étant des gens non sionistes. Bon là, c'est un mouvement sioniste, au contraire. Donc il y a énormément de stigmatisation et d'a priori, et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a assez peu, il y a très très peu finalement par notre trésorière Odile qui est francophone. Il y a relativement peu de francophones dans la communauté. Enfin, il y en a qui se sont joints à nous très récemment, une famille qui est pour un an en Israël. Mais effectivement, on aimerait bien. Enfin, personnellement, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de francophones. Ça nous permettrait d'ouvrir des activités qui permettrait d'intégrer les francophones désirant acquérir, je dirais, une teinture ou, disons, rester dans une vie intellectuelle juive qui ne seront pas forcément à l'aise dans des communautés orthodoxes, notamment à cause de cette séparation hommes et femmes. Et je pense qu'il y a un potentiel d'ouverture pour nous si on se fait un petit peu plus connaître de la communauté française. Alors, comment vous faire connaître? Et puis, est-ce que vous pensez aussi, justement, que la communauté française qui arrive en Israël aujourd'hui est capable d'accepter, justement, ces changements, hein, puisque c'est des choses qu'on ne voit pas vraiment en France aujourd'hui. C'est une communauté qui, quand même, reste très traditionnelle et très orthodoxe. Est-ce que vous pensez que la communauté française, ceux qui arrivent de France aujourd'hui, sont capables, justement, d'accepter ces notions d'égalité entre hommes et femmes, le fait que des femmes montent à la Torah pour lire la Torah? Vous pensez que les francophones sont prêts à accepter ça aujourd'hui? Non. Je pense que beaucoup de francophones qui, justement, ne se sentent pas... On va recueillir, en fait, les quelques pourcentages de ceux qui ne s'en sentent pas à l'aise dans ce côté un petit peu... un peu tribal d'une communauté orthodoxe qui est bien souvent repliée sur un judaïsme très identitaire, qui consiste avant tout à dire moi je suis différent des autres. Donc je pense que ça ne plaît pas forcément à 100% des gens qui, dans ce cas-là, vont se retrouver dans une position d'hostilité vis-à-vis du judaïsme. Et c'est ceux-là, à mon avis, qui pourraient trouver quelque chose de plus, je dirais, d'intégrateur en quelque sorte. Et vous pouvez nous parler un peu des activités qui sont organisées, à part bien entendu, je suppose, les tfilotes pour Shabbat et dans la semaine, des activités qui sont organisées par votre communauté? Oui, bon, bien entendu, donc il y a les tfilotes, il y a les cours, donc il y a deux cours principaux, l'un sur le Rambam et l'un sur le Ramchal. Alors le Ramchal, j'en dis quelques mots parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Le Rambam, bon, Maïmonide, tout le monde connaît. En ce qui concerne le Ramchal, c'était un des kabbalistes du XVIIIe siècle italien qui a été, je dirais, extrêmement prédominant dans le monde, je dirais, du judaïsme et de la Kabbale. Et ça fait partie, disons, des personnages assez fascinants, qui a été à une époque un peu rejeté par les communautés juives et puis qui est devenu un des piliers du monde de la Kabbale. Donc c'est un des. Alors le premier cours est relativement accessible à tout le monde. Le second est un petit peu plus ardu. Ça c'est pour ces deux cours du jeudi soir qui. Le second se terminant à minuit. Hein, on rester dans l'esprit de la Kabbale. Et en ce qui concerne les autres activités, en fait, on a des repas communautaires, il y a des cours pour les enfants, on fait pas loin de 80 bar mitzvah par an. Ah oui. Bar mitzvah, bat mitzvah, tout à fait. On a des commentaires hebdomadaires de la paracha qui sont assez intéressants avec un éclairage psychanalytique parce qu'en fait, c'est comme tous les mythes, qu'ils soient vrais, faux, peu importe la question, il y a toujours un aspect un petit peu psychanalytique, ça influence notre manière de voir les choses.
Donc il y a pas mal d'activités et puis j'appelle tous ceux qui voudraient se joindre à nous à me contacter. Alors, pour comment on éventuellement peut en vous ajouter contacter? d'autres. Comment on peut vous contacter? Vous Vous nous avez donné le nom de la communauté? Alors, sur le site internet, c'est Keila Nevetsedek. En hébreu ou en français? En français, il faut écrire ça en anglais. KeilaNevetsedek.com D'accord. pour accéder au site internet. Ok. Là-dessus, il y a mon numéro de téléphone et mon email. D'accord. Donc, Keila Nevetsedek. On est donc situé à Nevetsedek, rue Chelouche, 42. Très bien. On appelle tous ceux qui sont intéressés à venir vous rejoindre et à participer à ces activités, et bien entendu aussi aux filotes qui ont lieu chaque semaine, à vous contacter. Keilat Nevetsedek. Keila Nevetsedek. Keila Nevetsedek. K-E-H-I-L-A. Nevetsedek, tout attaché, Nevetzdek.com. Voilà. Merci beaucoup, Rémi, de nous avoir parlé de. C'est moi, Olivier. Merci beaucoup à vous. De votre communauté. Merci beaucoup. Nous continuons dans un instant avec un autre auditeur dont on vous donne la parole. On vous donne la parole sur Studio Kalita. Nous continuons cette émission. Je vous rappelle que si vous voulez vous aussi participer, il faut appeler au 050 430 80 20, notre boîte vocale. Et puis, vous nous laissez bien entendu un message. Et nous vous rappelons pour participer. Nous recevons à présent Jacques Benilouche qui est avec nous ce matin. Jacques, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes de Tel Aviv et vous voulez parler ce matin d'un sujet qu'on a suivi bien entendu dans les médias israéliens et puis bien entendu aussi sur Studio Kalita. C'est cette affaire de cette jeune Palestinienne qui s'est attaquée, qui a giflé des soldats de l'armée israélienne et qui est aujourd'hui en prison. Les soldats ont réagi avec beaucoup de réserve. Et vous voulez réagir sur cette affaire? Oui, c'est une affaire assez douloureuse parce que quand on a affaire généralement à des terroristes qui ont du sang sur les mains, il est évident qu'on est beaucoup plus à l'aise pour gérer ce genre d'affaires. Et là, on ne peut pas rester quand même indifférent à ce visage blond, étonnamment blond pour une Palestinienne de 16 ans, qui fait la une des médias, et des médias français et des médias internationaux. Mais je pense qu'on se trompe un petit peu sur sa culpabilité. Moi, j'aurais tendance à accuser ses parents. J'aurais tendance à accuser les adultes qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 2012, elle avait à peine 9 ans. 8 ans, 9 ans, elle avait déjà levé la main contre un policier. Et quand on voit aujourd'hui cette même fille qu'on présente sous forme d'héroïne, ce n'est pas une héroïne, il faut le dire franchement. S'attaquer à des militaires israéliens, c'est pas très dangereux. On sait très bien qu'ils sont préparés à ce genre de situation et elle savait qu'elle n'avait pas de risque. J'aurais bien voulu la voir s'attaquer à un policier iranien ou à un policier saoudien. Eh bien donc, ce qui me gêne donc un petit peu, c'est qu'elle me paraît être une victime beaucoup plus qu'une icône. Une victime? Comment ça? Une victime de la part de ses parents. Pas victime de la part d'Israël, mais c'est une victime de la part de ses parents. Elle a été mal élevée, mal éduquée. On lui a appris à avoir la haine des Israéliens. Aujourd'hui, à mon avis, d'ailleurs, c'est plutôt son père qui devrait être en prison. Sa mère l'est déjà, mais c'est plutôt son père qui l'a éduqué dans le sens en disant qu'il faut absolument s'attaquer aux soldats, il faut éventuellement dire que la résistance n'est pas un choix, c'est une responsabilité. Ce sont ces termes. Et est-ce que les parents sont responsables, mais est-ce que aussi peut-être l'autorité palestinienne avec ses écoles et ses livres dans lesquels on peut trouver beaucoup de haine contre les soldats israéliens et contre Israël? Je voulais développer en disant qu'il y a les parents, mais surtout aussi l'éducation de l'autorité palestinienne. Vous savez, le 1er janvier, on a fêté en Cisjordanie, on a fêté les 53 ans de la création du Fatah. Et il y a eu des manifestations étonnantes. On a vu des étudiants à l'université Birzeit, où c'est la plus grande université de Palestine. C'est là où sont formés les plus grands cadres palestiniens. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des défilés d'étudiants en tenue blanche, en tenue de shahid, en tenue de martyrs, en tenue de kamikazes. On a vu des étudiants
habillés avec des ceintures explosives. Pour moi, l'éducation, pour moi, l'université, c'est une éducation de paix, d'intelligence, de culture. Et donc, quand on voit ce genre de manifestations qui ne sont pas interdites par l'autorité palestinienne et qui sont au contraire vantées pour dire voilà, nous avons l'avenir qui est déjà prêt, eh bien, c'est pour ça que je dis que c'est une victime du système palestinien. À savoir qu'on pousse les gens à avoir la haine, on pousse les gens à avoir des attitudes, et quand on voit ces mises en scène, vous savez, les Palestiniens adorent ces mises en scène. En janvier, ils avaient fait une mise en scène en prenant des soldats, des étudiants déguisés en soldats israéliens et d'autres étudiants qui les tabassent, ce qui n'est pas vrai. Eh bien là, c'est pareil. Quand vous voyez cette jeune face à ce soldat, et que derrière, il y a des gens avec des caméras qui filment, la mère même filme. Vous pensez que c'est une véritable mise en scène, en fait, pour... C'est une mise en scène, et c'est pour ça que c'est une mise en scène, il faut absolument... Pourquoi c'est une mise en scène? Parce qu'ils n'ont pas pensé que le soldat, et ça c'est un mérite, que le soldat pouvait être aussi passif. Je ne sais pas si moi j'aurais réagi de la même façon. J'aurais peut-être envoyé une gifle. Au moins, il y a d'autres grands politiques français qui n'ont pas réagi de la même façon avec des petits jeunes. Bayrou, par exemple, a donné une tarte à un petit jeune. Il faut dire que la réaction des soldats, puisqu'ils étaient 2 à ce moment-là, est exemplaire. Exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Et donc, quand on voit ces caméras, ils ont cherché à filmer la scène où l'officier ou le soldat allait envoyer un coup de crosse et qui n'est pas venu. Donc, c'est tout un ensemble. C'est pour ça que... Mais tout de même, Jacques, ne faut-il pas quand même qu'il y ait une réaction de la part d'Israël? Alors, les soldats n'ont pas réagi. Ils ont été très réservés sur cette affaire. Est-ce qu'il ne fallait quand même une certaine réaction de la part d'Israël, et une arrestation était totalement justifiable? L'arrestation, moi, j'ai aucun doute, l'arrestation est tout à fait conforme à la loi. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que cette jeune va se retrouver avec des gens qui ont fait des assassinats, qui sont des terroristes sanguinaires. Et donc, c'est ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'en fait, on devrait plutôt la mettre à l'écart dans un centre de rééducation, de déradicalisation. Et la prison n'est pas, à mon avis, cet élément. Je la défends pas. Hein. Je trouve que son acte est ignoble. Mais je trouve que ceux qui devraient être en prison, ce sont ses parents. C'est son père. Son père l'a poussé en disant plusieurs fois, il a cité plusieurs fois en disant il faut inciter à l'altercation. Et il faut savoir que la vie, c'est essentiellement d'obtenir de la part c'est d'utiliser, je dirais, les médias comme défense du pays. Et c'est ça ce qui est important. Son père n'est pas un citoyen lambda. Son père, il a fait partie des camps de réfugiés. C'est un général retraité des forces de sécurité palestiniennes. Comment un homme de la sécurité a formé sa fille dans ce système? Et c'est ça ce qui est important. Quand on le sent, quand il écrit dans les journaux palestiniens, nous marcherons sur le chemin d'Allah pour faire voler notre drapeau et dédierons notre pouvoir à El-Aqsa et notre sang coulera, notre sang est bon marché. Et donc ça, quand vous voyez son père qui écrit cela, eh bien on se pose la question, comment a-t-on pu glorifier, et comment on peut glorifier les shahids comme ils le font, comme le font les universités. Donc c'est une semi-responsabilité. Elle a été mal éduquée et elle paye les conséquences de son éducation. Alors évidemment, moi je n'accepte pas qu'on porte atteinte à l'armée en tout point de cas. Elle doit être punie, évidemment. Bien sûr. Elle doit être punie, mais pas... En tout cas, les véritables responsables... Je ne comprends pas que le père ne soit pas en prison. Voilà. C'est ça ma question. Les véritables responsables, ce sont les parents. C'est son père, qui est cet officier qui aurait dû normalement former sa fille pour lui faire comprendre qu'il faut faire autre chose que de s'attaquer à la police et à l'armée, et l'éduquer
Ce n'est pas une victoire. Alors on veut en faire une icône. Moi, c'est ce que je disais. Je pense pas que ce soit une icône. Et je trouve anormal que ses parents puissent être libres de circuler dans leur territoire sans que la police puisse intervenir. Et là, il y a une complicité des autorités palestiniennes. Bien sûr. Une complicité. Merci Jacques d'avoir intervenu ce matin sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt sur Studio Kalita. Voilà, nous continuons dans un instant avec un autre auditeur pour On vous donne la parole sur Studio Kalita. On vous donne la parole sur Studio Kalita. On continue donc cette émission avec, nous avons à présent en ligne Ronnie. Ronnie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Heureux de vous trouver sur Studio Kalita. Alors vous êtes parlez-nous un peu de vous. Vous êtes de Jérusalem ? Oui, je suis de Jérusalem. J'ai fait ma Aliyah il y a environ 4 ans et je travaille un petit peu comme tous les francophones qui sont arrivés tardivement en fin de carrière, on va dire. Donc je travaille essentiellement avec la France. Avec la France. Alors, on va parler avec vous d'un sujet qui vous tient à cœur, c'est le sujet du gaz en Israël. Alors, expliquez-nous d'abord quel est le problème du gaz en Israël, en fait, des découvertes de ces plateformes de gaz, et qui fait aussi et qui a fait beaucoup parler de lui. Alors, moi, je voudrais déjà en préambule vous préciser une chose qui est très importante. C'est que je ne suis pas de gauche et je me sens profondément sioniste. Et donc tout ce qui me révolte et tout ce qui me chagrine, on va dire, tout ce que je peux rencontrer en Israël, c'est pas parce que j'aime pas Israël, c'est justement parce que j'aime Israël et que j'ai envie que les choses s'arrangent que je soulève ce type de problème. Maintenant, pour parler du problème du gaz, en fait, il y a un très grand scandale concernant je sais pas si je peux appeler ça le monopole du gaz ou l'attribution des licences d'exploitation du gaz en Israël, mais c'est un sujet que les Israéliens connaissent très bien, mais que les francophones en Israël ne connaissent pas très bien. Et j'avais envie un petit peu de communiquer ce souci-là pour que les francophones en Israël sachent un peu ce qui se passe et comment les choses sont gérées au niveau de l'État. Et c'est quand même important de savoir ce qui se passe autour de nous. Et en fait, je voudrais créer quelque chose dans l'esprit des francophones en Israël, quelque chose qui puisse un petit peu les accrocher à la politique d'Israël, parce que je trouve que les francophones en Israël s'intéressent pas assez à la politique, et c'est peut-être pour ça que la politique s'intéresse pas à eux. Ils arrêtent pas de dire qu'on s'occupe pas d'eux, mais il faudrait peut-être que eux s'occupent un peu de politique pour que la politique s'occupe d'eux. Ça me paraît un peu normal. Donc pour revenir au problème. Vous pensez, juste sur ce sujet, vous pensez qu'un des bons signes d'intégration justement des nouveaux émigrants et particulièrement des francophones, c'est le fait de s'intéresser à la politique, c'est un des signes d'une bonne intégration ? Absolument, c'est indispensable. Indispensable. Et je vais vous dire juste pourquoi. C'est parce que les politiques ne s'intéressent qu'aux personnes qui vont, on va dire, les perturber, qui vont leur parler de leurs problèmes, qui vont... on va parler on est tous des votants et un politique ne s'intéresse qu'aux gens qui votent. Soyons pragmatiques, et les politiques sont pragmatiques. D'autant plus que la politique en Israël fonctionne comme ça. C'est une politique, et vous le savez très bien, Olivier, les politiques en Israël fonctionnent avec des lobbies, avec de la pression, avec des groupes qui fonctionnent sur des sujets, et là le politique israélien va réagir. Mais si on est dans notre coin à jouer à l'autruche et à ne s'occuper que des petits problèmes bisounours qu'on peut avoir, c'est-à-dire, je sais pas, on est content qu'Israël exporte de l'armement, on est content d'être la plateforme high-tech numéro 2 dans le monde, on est content de ci, on est content de ça, je vous dirais honnêtement, politiquement, on s'en fout. Moi, je vous dis honnêtement aussi, ça m'intéresse pas parce que c'est pas ça qui va faire avancer. Mais bien sûr, mais je parle de faire avancer la politique en Israël, faire que les politiques en Israël vont enfin tenir compte des francophones en Israël, vont
commencer à s'occuper des problèmes de francophones en Israël, c'est que les francophones en Israël doivent s'intéresser à la politique. Donc, alors, justement, alors, pour s'adresser... Oui, allez, attendez, 2 secondes, je veux juste finir ça. Vous savez, comme moi, que les francophones en Israël ne s'intéressent pas à la politique parce qu'ils n'écoutent pas les médias israéliens. C'est trop compliqué. Et puis ils n'ont pas envie qu'on les prenne pour des gauchistes. Ils n'ont pas envie que dès que vous émettez une opinion qui est contre, on va dire, le pouvoir en place, et ben tout de suite on va vous traiter de gauchiste, on va vous traiter de quelqu'un qui aime pas Israël, qui est pas sioniste, vous avez compris dans quel esprit on va être considéré. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je tenais absolument à cette précision-là, parce que ce que je vais dire sur le gaz en Israël, c'est pas très sympa pour les politiques en Israël, mais je dirais que alors, ils nous le rendent bien parce qu'ils sont pas très sympas avec le citoyen israélien, et vous allez comprendre dans 5 minutes. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec le dossier du gaz. Alors, on commence par le début avec la découverte de plaques de gaz dans la mer. Réserves de gaz, exactement, au large des côtes israéliennes. Dans la mer Méditerranée. Exactement. Alors, moi, deuxième précision que je voulais apporter, et après j'arrête avec les précisions, c'est que tout ce que je vais vous dire là, sont des informations qui sont connues en Israël, qui ont été traitées par la presse israélienne, vous avez des films qui tournent en YouTube, entre autres un des films les plus importants, une des séquences les plus importantes que vous pouvez trouver. Je veux dire, tous les auditeurs peuvent trouver cette vidéo. C'est une vidéo qui s'appelle Magash Akesef, M-A-G-A-C-H, plus loin Akesef, H-A-K-E-2-S-E-F. C'est une vidéo que tout le monde trouve. Maintenant, qui parle et qu'est-ce qu'on dit exactement? On parle là d'un type qui s'appelle Yaron Zelecha. Oui. Yaron Zelecha, c'est un type qui, à 26 ans, était conseiller économique au bureau du Premier ministre. À 31 ans, il était docteur en économie et adjoint au trésorier de l'État d'Israël. Ensuite, il obtient un prix spécial en tant que meilleur directeur financier de l'État d'Israël. Il a été responsable du budget, il a géré 400 milliards de shekels en Israël, et je peux vous dire que c'est pas n'importe qui ce type. Il connaît très bien les rouages de l'État, et tout ce qu'il dit, je vais vous dire, à force de le dire, c'est en béton armé parce que jamais il a été embêté. Maintenant, ce type a essayé, à l'époque où il était dans le cabinet du Premier ministre, il a essayé de toucher au monopole en Israël, et il s'est fait éjecter. Pourquoi? C'était un proche de Benjamin Netanyahou, et aujourd'hui on peut dire qu'ils sont plus très proches, voilà. Exact, mais c'est normal. Pour être modéré. Voilà, exactement. Maintenant, ce type en fait a essayé de toucher au monopole. Parlons des monopoles en 2 mots. Carlon a l'habitude de dire, moi je suis l'homme anti-monopole, je vais m'occuper de la baisse de l'immobilier en Israël, etc. Tout ça, c'est une grande blague. Il a mis en place un système de loterie pour soi-disant résoudre le problème de l'immobilier en Israël. Alors lui, il dit, il y a des gens qui ont gagné la loterie, il y a des gens qui ont gagné le Mihraz, oui, voilà, ils ont obtenu des appartements d'eux, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont perdu le Mihraz? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas gagné à cette loterie? Est-ce que vous croyez qu'on peut gérer un pays avec une loterie? Mais c'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Et les gens sont contents. Et ils disent, oui, grâce à lui, il y a des gens qui ont obtenu des appartements qu'ils n'auraient pas pu obtenir. Mais on lui demande pas une loterie à ce monsieur. On lui demande de résoudre les problèmes de l'immobilier. C'est sur ça qu'il a été élu. Pourquoi est-ce qu'il règle pas le problème de l'immobilier en Israël? Donc, ce type-là, pour moi, ne règle aucun monopole. Il vit sur les acquis de la création de Anatel, excusez-moi. Anatel, c'est une société française. Des ministres de... Golan Telecom. Il vit sur l'acquisition de la licence à Golan Telecom. Et grâce à lui, on a baissé le prix des télécoms en Israël. Et je lui suis reconnaissant pour ça. Et point. Aujourd'hui, c'est une blague ce qu'il fait. Alors, venez, on revient quand même sur le gaz, rapidement. On revient au gaz. Donc, aujourd'hui, notre ami Yaron Zelecha, il n'est pas du tout un politique, donc je représente aucun parti. Il enseigne l'économie à l'université. Maintenant, la grande escroquerie du gaz en Israël, elle est toute simple. On a aujourd'hui un pays qui s'appelle l'État d'Israël et qui est beaucoup, beaucoup plus riche qu'on veut bien le dire.
D'accord. On a des ressources naturelles. Alors, je ne vais pas vous parler de la high-tech, l'armement, du conseil, de tout ce qu'on fait en dehors je vais vous parler uniquement des ressources naturelles. Les ressources naturelles de l'État d'Israël, c'est des mines de potasse, des phosphates, du bromure, et on a du pétrole et on a du gaz. Alors, le gaz qui est au large des côtes de l'État d'Israël, il est de quelle valeur? On a essayé d'estimer la valeur du gaz à la tête duquel est l'État d'Israël. Les estimations les plus basses aujourd'hui, c'est 250 milliards de dollars. Ça veut dire environ 1000 milliards de shekels. Alors, je voudrais quand même que vous ayez une petite idée de ce que représentent les milliards de shekels, parce que on ne se rend pas compte, c'est un chiffre qui est trop gros. Donc, je vais vous donner juste une petite idée. Si on vivait à l'époque de Shlomo Ameler, donc il y a 3000 ans, et si on recevait 1 million de shekels tous les jours, depuis 3000 ans, on arriverait à 1 milliard de shekels. Depuis 3000 ans, on arriverait aujourd'hui à 1 milliard de shekels. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme que ça représente. Énorme. Maintenant, à qui appartient ce gaz? Moi, je veux savoir à qui il appartient. Alors, au même titre qu'à qui appartient la Kinneret, à qui appartient le Negev, à qui appartient le Carmel, à nous tous. On a envie de répondre à tous les habitants d'Israël, de l'État d'Israël. C'est évident. Le gaz appartient à tout Am Israël, à tous les habitants, pas Am Israël. On va parler de tous ceux qui ont la nationalité israélienne, des citoyens israéliens. Parce que moi, j'aime les citoyens israéliens, qu'ils soient Am Israël ou pas, parce que tout le monde se bat pour le même pays. Donc voilà. À qui appartient ce gaz? Eh ben, il nous appartient à nous. Maintenant, Israël a la tête de 1000 milliards de shekels, donc on n'a plus de problème. Israël a réglé ses problèmes. On n'a plus de problème de budget, on n'a plus de problème de sécurité. Mais ça ne se passe pas comme ça. Mais exactement, ça ne se passe pas comme ça. Alors pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que quelqu'un a obtenu le monopole de l'exploitation de ce gaz. Qui est ce quelqu'un? Eh ben, c'est très simple. On a deux chanceux, deux types qui sont sortis d'un chapeau et qui s'appellent Yitzhak Tchouva, qui est le patron de Delek. Delek, pour vous donner une idée, c'est le monopole de la distribution de l'essence en Israël. Tout le monde connaît Delek. À la tête de Delek, on a un type qui s'appelle Yitzhak Tchouva. Il est allé chercher une boîte américaine qui s'appelle Noble Energy. Cette boîte américaine s'est associée avec lui. Ils ont créé un groupe, et ce groupe, avec quelques autres, ont eu la chance, alors on va appeler ça comme ça, pour être naïf, ils ont eu la chance d'avoir l'exploitation du gaz en Israël sous forme de monopole. Okay, mais ils ont eu la chance. Vous dites ça comme si c'était comme vous parlez tout à l'heure comme vous parlez tout à l'heure de la loterie. On dirait qu'ils ont gagné à la loterie, mais exactement. Mais là, quand je dis une chance, c'est pas vraiment une chance. Vous avez compris que je rigole avec ça. Oui. C'est pas une chance, et on va comprendre dans quelles conditions ils ont obtenu ce monopole. Donc, si vous voulez, si on s'intéresse à la somme qu'ont payé ces chanceux, on va les appeler les chanceux, pour avoir le monopole du gaz en Israël, et pour pouvoir leur permettre de gagner des milliards, combien ces gens-là ont payé. Alors, je voudrais juste que vous compreniez une chose. Quand on a un sous-sol, quand un pays a un sous-sol qui est riche, pour pouvoir l'exploiter, il y a deux grands principes. Le premier principe, c'est la licence. Comment obtient-on une licence? Donc l'État accorde une licence d'exploitation d'un sous-sol, et une fois que l'entreprise, la multinationale, on l'appelle comme on veut, ou le monopole dans notre cas, va exploiter cette licence, une fois qu'il exploite la licence, à ce moment-là, il va payer des royalties sur ce qu'il va obtenir de ses sous-sols. Ok? Donc prenons les choses dans l'ordre. La licence. Comment ça se passe ailleurs? Pour obtenir une licence d'exploitation d'un sous-sol, c'est très simple. L'État met en place un miraz, c'est-à-dire un appel d'offres. On met en place un appel d'offres et on fait appel à toutes les multinationales spécialisées dans le domaine en leur disant voilà, on a une licence, qui en veut? Donc eux font une étude de l'exploitation du produit, vont savoir combien ça leur coûte, combien ça va leur apporter, quels sont les moyens à mettre en place, etc. Ils font une offre et à ce moment-là, ils obtiennent la licence d'exploitation. Une fois qu'ils ont obtenu la licence d'exploitation, l'État impose un pourcentage sur la rentabilité du site
Et donc là, c'est les royalties, ce qu'on appelle les royalties. Alors jusqu'à là, tout va bien. Tout va bien jusqu'à là. Tout va bien et c'est logique. Quel est le problème, puisqu'on va devoir bientôt arrêter cette émission. Ok, très bien. C'est dommage, mais je vous assure que le plus on pourra reparler, Ronnie, on pourra reparler. Il n'y a pas de problème. On pourra parler d'autres sujets. Vous dire que quel est le problème aujourd'hui en Israël, justement, par rapport... Oui. La licence d'exploitation qui a été accordée à ce monopole a été vendue, vous savez à combien? Non, vous allez D'abord, il faut savoir qu'il n'y a eu aucun mirage, il n'y a eu aucun appel d'offres. Okay. Ça a été accordé sans appel d'offres. C'est un scandale. Et à combien il aura accordé la licence? Est-ce que vous avez une idée de la somme? Moi, je vais vous dire zéro, gratuit. Gratuitement, ils ont eu la licence. Et maintenant, pour parler du paiement des royalties, je vais juste vous donner une petite idée. Le Qatar et l'Égypte touchent 80% de royalties sur les exploitations de leur sous-sol. La Norvège, 75%. L'Australie et le Canada, 55%. La Grande-Bretagne, avec ses puits de pétrole en mer du Nord, qui sont exploités dans des conditions très difficiles, ils touchent 50% de royalties. Vous savez combien Israël va toucher de royalties par ces monopoles? Tenez-vous bien, 12,5%. 12,5%. Alors, il y a quand même un argument qui est avancé par l'État d'Israël dans ce cas-là, c'est que le fait d'exploiter demande un investissement qui est très important. Et c'est par rapport à cet investissement que, bien entendu, ces chiffres ont été fixés, peut-être. Oui, non, pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ces royalties de 12,5% vont... le monopole va commencer à les payer qu'à partir de 2020. Ça veut dire qu'Israël a passé un accord avec ses compagnies pour que ces compagnies commencent à payer des royalties à partir du moment où elles ont obtenu un résultat 3 fois et demi supérieur au montant de l'investissement. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que l'État d'Israël a ouvert les vannes du gaz pour des entreprises et qui vont vendre ce gaz beaucoup plus cher aux compagnies, par exemple d'électricité en Israël, qui est aussi un scandale, parce qu'on paye... C'est un autre problème aussi, oui. On devrait avoir l'électricité gratuite en Israël, le gaz coûte rien. Enfin bref. On va terminer, c'est très intéressant hein, ce que vous dites, c'est très intéressant. On va terminer par ce que vous avez commencé avec justement l'implication des francophones qui, d'après ce que vous dites, et ce qu'on peut savoir aussi, c'est qu'ils ne sont pas assez impliqués et qu'ils ne suivent pas assez l'actualité israélienne. Mais je vous renvoie à la question, pourquoi les Israéliens ne descendent pas dans la rue pour ce genre de choses ? Alors, les Israéliens descendent dans la rue, mais bien évidemment que les Israéliens descendent dans la rue, il y a des manifestations régulièrement. Le problème, c'est que le gouvernement israélien est loin d'être bête, et à chaque fois qu'il y a des protestations, le gouvernement israélien essaye de faire croire que c'est la gauche et l'extrême gauche qui manipulent tout ça. Donc c'est très compliqué à gérer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la réaction des Israéliens dans cette affaire. Ce qui m'intéresse, c'est de réveiller les consciences des francophones en Israël. Je leur dis, messieurs, mesdames, réveillez-vous. Alors, Ronnie, on vous a retrouvé. On avait un petit problème technique avec notre ligne téléphonique. Vous voulez lancer un appel juste pour terminer cette intervention? Voilà. Moi, je voudrais vraiment que les francophones en Israël arrêtent de reprocher quoi que ce soit aux politiciens israéliens. Les politiciens israéliens ne s'intéresseront à vous que si vous vous intéressez à eux, même si c'est pas... Même si, on va terminer comme ça, même si c'est pas... Même si c'est par, on va dire, la petite porte ou la mauvaise porte, mais intéressez-vous aux politiques et les politiques s'intéresseront à vous. Et de toute façon, la politique israélienne est une politique pragmatique. Très bien, Ronnie. Je pense qu'on a compris votre message. Merci en tout cas. Je suis désolé de ce problème technique. Olivier. Merci beaucoup. Je pense. Appelez-moi quand vous voulez, Olivier. Avec plaisir, Ronnie. Avec plaisir. Allez, au revoir. Très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, on termine ainsi cette émission de. On vous donne la parole sur Studio Kalita. Notre numéro de boîte vocale pour participer vous aussi à cette émission, c'est le 050 430 80 20, 050 430 80 20. Merci à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission. Merci à David à la réalisation technique. Et nous nous retrouverons bien entendu mercredi prochain pour un autre épisode de On vous donne la parole sur Studio Kalita.
Bye bye à tous, à très bientôt sur Studio Qualita. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.